Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Joel Andrew Schonbrome est né le 12 août 1965 en Californie, dans la petite ville ensoleillée de Northridge. Issu d'une famille modeste mais profondément aimante, ses parents lui ont transmis des valeurs fortes de justice, d'intégrité et d'engagement envers la communauté. Dès son plus jeune âge, Joel montrait une fascination pour l'ordre et la sécurité. Il était le jeune garçon du quartier sur qui tout le monde pouvait compter, toujours prêt à aider ses voisins et veiller sur ses amis. Ces qualités qui se sont développées au fil du temps allaient plus tard façonner sa carrière. En tant qu'élève curieux et déterminé, Joel excellait dans ses études. Il était particulièrement doué en sciences sociales et en éducation civique, des matières qui nourrissaient son désir de contribuer à la société et de défendre la justice. Ces années au lycée ont marqué un tournant pour lui. Élu président du conseil des élèves, il a pris l'initiative de lancer plusieurs campagnes axées sur la sécurité des jeunes dans les établissements scolaires. Cette passion pour la protection des autres et l'amélioration de la société n'a fait que croître, laissant présager un avenir brillant et dédié à l'ordre et à la justice. Après avoir obtenu son diplôme du lycée avec mention, Joel a poursuivi ses études en justice pénale à l'Université de Californie. C'est là qu'il a affiné ses connaissances du système judiciaire américain et des techniques de maintien de l'ordre. Son parcours universitaire a été marqué par plusieurs stages dans des postes de police locaux, où il a pu observer de près le travail des forces de l'ordre, ce qui a renforcé sa conviction de vouloir consacrer sa vie à protéger et servir sa communauté. Le rêve de Joel était de rejoindre les forces de l'ordre, avec l'ambition de devenir enquêteur. Ce rôle lui aurait permis de résoudre des crimes complexes, d'apporter des réponses aux victimes, et surtout de rendre justice. Mais Joel ne se contentait pas de ce seul objectif. Il voyait plus grand et espérait un jour enseigner la justice pénale afin de former la prochaine génération de policiers. En tant que pédagogue passionné par la justice, il souhaitait transmettre ses valeurs et ses connaissances pour inspirer ceux qui suivraient ses traces. Ce mélange d'idéalisme et de pragmatisme faisait de Joel quelqu'un de spécial, prêt à se lancer dans un avenir où il pourrait non seulement servir, mais aussi enseigner et influencer de manière positive le système de justice dans lequel il croyait profondément. Joel a rencontré sa future femme, Jennifer, dans des circonstances inattendues. À l'époque, il travaillait comme DJ dans un club pour financer ses études, et c'est là qu'ils se sont croisés pour la première fois. Leur connexion a été immédiate, et ils ont rapidement commencé à sortir ensemble. Leur relation était empreinte de bonheur, et il n'a pas fallu longtemps pour que leurs amis et familles remarquent leur alchimie. Beaucoup enviaient ce couple qui semblait parfait, rayonnant de joie et d'amour. Les parents des deux côtés soutenaient pleinement leur relation, convaincus que Joel et Jennifer étaient faits l'un pour l'autre. Leur romance idyllique a naturellement conduit au mariage. En 1991, Joel et Jennifer se sont dit oui et ont déménagé à Los Angeles, où Joel poursuivait son rêve de devenir policier. Avec détermination, il a terminé l'académie de police et en 1993, il a rejoint les forces de l'ordre de Los Angeles. Il s'est spécialisé dans le travail avec les adolescents en difficulté, un domaine qui lui tenait à cœur. Joel aimait profondément son travail et était fier d'apporter son aide aux jeunes en difficulté, se sentant véritablement utile à la communauté. Le couple a accueilli un nouvel élément de bonheur dans leur vie lorsque leur fils, Jacob, est né. La famille Schonbrome, vue de l'extérieur, semblait incarner l'idylle parfaite. Joel, un policier dévoué, et Jennifer, une épouse aimante, formaient un couple envié par beaucoup. Leur fils, Jacob, apportait encore plus de bonheur à leur foyer, et tout semblait se dérouler comme dans un conte de fées. Cependant, derrière les sourires et l'apparence harmonieuse, se cachaient des secrets sombres, des tensions invisibles qui allaient conduire à une tragédie inimaginable. Le 18 mars 1998, une nuit qui devait être ordinaire pour la famille Schonbrome a pris une tournure tragique
lorsqu'une découverte choquante a été faite dans leur maison. Diane, la mère de Jennifer, vivait avec sa fille, son gendre, Joel, et leur petit-fils dans leur résidence familiale. Ce soir-là, Diane est rentrée chez elle vers 21h15 et a été confrontée à une scène terrifiante. Joel était affalé sur le canapé du salon, inerte, avec des traces de sang. Paniquée et en état de choc, Diane a immédiatement appelé les services d'urgence, expliquant à l'opérateur qu'elle pensait que Joel s'était suicidé. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, Diane les attendait à l'extérieur, visiblement bouleversée et terrifiée par ce qu'elle venait de découvrir. Elle a confié aux policiers qu'elle pensait que son gendre avait mis fin à ses jours. Tentant de la rassurer, les policiers sont entrés dans la maison pour examiner la scène. Cependant, dès qu'ils ont commencé à inspecter le corps de Joel et la scène du crime, il est rapidement apparu que ce n'était pas un suicide. Joel avait reçu 3 balles dans la tête et l'arme à feu n'était nulle part sur place. L'idée d'un suicide devenait alors impossible à soutenir. La scène pointait clairement vers un meurtre. Les médecins, arrivés peu de temps après la police, ont confirmé le décès de Joel sur place. Les policiers arrivés sur les lieux ont rapidement reconnu la victime, Joel Chambrom, un de leurs collègues, âgé de 32 ans. Joel était connu pour être un homme inoffensif, calme et sans histoire. Il n'était pas du genre à se faire des ennemis, même dans le cadre de son travail délicat avec les adolescents difficiles. Pour ses collègues, il semblait inconcevable que quelqu'un puisse vouloir se venger de lui, encore moins par un meurtre aussi brutal. En poursuivant leur enquête dans la maison, les policiers ont inspecté l'étage supérieur, où une autre découverte troublante les attendait. L'étage semblait avoir été pillé, des tiroirs avaient été tirés, les placards ouverts, et des vêtements et objets personnels étaient éparpillés partout sur le sol. Ce désordre apparent donnait l'impression d'un cambriolage. Le corps de Joel a ensuite été transporté pour une autopsie médico-légale, dans l'espoir que des indices supplémentaires puissent être trouvés pour résoudre cette énigme. Alors que les policiers continuaient à inspecter la maison, ils ont entendu des bruits provenant de la salle de bain au 2e étage. En essayant d'ouvrir la porte, ils ont constaté qu'elle était verrouillée de l'intérieur. Les forces de l'ordre ont demandé à la personne à l'intérieur d'ouvrir la porte, mais une voix féminine, tremblante et effrayée, a répondu qu'elle ne croyait pas que c'était la police. Pour rassurer la personne à l'intérieur, un des policiers a glissé son insigne sous la porte. Quelques instants plus tard, la porte s'est finalement ouverte. À l'intérieur, ils ont découvert Jennifer, la femme de Joel, âgée de 28 ans, et leur fils de 3 ans, Jacob. Ils étaient tous les deux terrifiés, tremblant littéralement de peur. Jennifer tenait Jacob fermement, manifestement sous le choc de ce qui venait de se passer. Les policiers ont emmené Jennifer à l'écart pour recueillir son témoignage. Elle était encore sous le choc, mais a expliqué les événements de cette soirée. Selon Jennifer, vers 19h, elle était en train de laver son fils Jacob dans la salle de bain à l'étage. Pendant qu'ils étaient là, elle a entendu un bruit venant d'en bas. Pensant que c'était son mari Joel qui s'affairait à quelque chose, elle n'y a pas prêté attention. Mais peu après, alors qu'elle sortait de la salle de bain avec son fils, des coups de feu ont soudainement retenti. Terrifiée, elle a immédiatement attrapé Jacob et s'est précipitée dans la salle de bain. Elle a verrouillé la porte et s'est cachée, espérant que les intrus ne les repéreraient pas. Alors qu'elle se terrait dans la pièce, Jennifer a entendu des voix et des bruits de pas dans la maison. Les cambrioleurs semblaient fouiller les lieux, jetant des objets et discutant de ce qu'ils avaient trouvé. Convaincus qu'il s'agissait de voleurs venus cambrioler la maison, Jennifer pensait qu'ils avaient croisé Joel en bas et avait décidé de s'en débarrasser. Elle et son fils ont passé plus de 2 heures cachés dans la salle de bain, dans la peur que les intrus ne les découvrent. Lorsque la police est finalement arrivée, elle a remercié Dieu que les cambrioleurs ne les aient pas trouvés. Lorsqu'elle a demandé des nouvelles de son mari, la police a dû lui annoncer la terrible nouvelle. Joel avait été tué. Bouleversée, Jennifer a été emmenée au poste de police avec son fils et sa mère, Diane, pour donner des déclarations plus détaillées. Là-bas, elle a raconté à nouveau son histoire, décrivant la terreur qu'elle avait vécue ce soir-là. Le récit de Jennifer semblait parfaitement crédible aux enquêteurs, et elle-même se montrait très convaincante. Son fils, étant encore trop jeune pour être interrogé, n'a pas été sollicité. Les enquêteurs, face à cette première version des faits, penchaient naturellement vers l'idée que des voleurs avaient effectivement abattu Joel. Diane, la mère de Jennifer,
a également apporté son témoignage, expliquant qu'en découvrant son gendre ensanglanté sur le canapé, elle avait paniqué et s'était précipitée hors de la maison. Elle a justifié son comportement par le choc, la peur et l'instinct de survie, n'ayant même pas pensé à vérifier où étaient sa fille et son petit-fils. Elle avait attendu la police à l'extérieur, paralysée par la peur. Jennifer, Diane et Jacob ont été libérés pour rentrer chez eux, tandis que les enquêteurs se concentraient sur la théorie du cambriolage. Cette hypothèse semblait d'autant plus plausible que plusieurs cambriolages de maisons avaient récemment eu lieu dans le quartier. Cela renforçait encore le récit de Jennifer, selon lequel les voleurs s'étaient introduits dans la maison et avaient été surpris par Joel, ce qui aurait conduit à son meurtre. Cependant, en poursuivant l'enquête, certains éléments ont commencé à troubler les policiers. D'abord, un détail important les a interpellés. Dans les cambriolages précédents, les voleurs n'avaient jamais tué personne. Ils étaient méticuleux, agissant selon un schéma bien établi, s'introduisant uniquement dans des maisons vides, tard dans la nuit, pour éviter toute confrontation. Leur discrétion était leur signature, les rendant presque insaisissables. Pourquoi, cette fois-ci, aurait-il brusquement changé de tactique et pris le risque d'entrer dans une maison occupée en pleine soirée, alors que les lumières étaient allumées et que la famille était présente? Cette incohérence a éveillé des soupçons. Il était inhabituel pour ces voleurs de s'attaquer à une grande famille présente dans la maison, ce qui soulevait de nouvelles questions pour les enquêteurs. Ces doutes ont conduit les policiers à approfondir l'enquête, cherchant des réponses qui pourraient expliquer ce cambriolage atypique et violent. Derrière la façade d'un vol qui avait mal tourné, les enquêteurs commençaient à se demander si quelque chose de plus sombre se cachait dans cette affaire. Les premières incohérences de l'affaire Shambrom sont rapidement devenues évidentes pour les enquêteurs. Bien que Jennifer ait initialement parlé d'un cambriolage, plusieurs éléments ne collaient pas à cette version des faits. Tout d'abord, la famille Shambrom n'était pas particulièrement aisée, ce qui en faisait une cible peu probable pour des voleurs. De plus, lors de l'inspection de la maison, il a été constaté que les objets de valeur comme les bijoux, l'argent, l'électronique et autres biens précieux n'avaient pas été touchés. Même ceux qui étaient clairement visibles n'avaient pas disparu. Cette observation a immédiatement semé le doute sur la théorie du cambriolage. En général, les cambrioleurs s'empressent de prendre ce qu'ils peuvent de valeur avant de fuir les lieux, surtout après avoir commis un meurtre. Mais dans ce cas, rien n'avait été volé. De plus, il n'y avait aucun signe d'effraction dans la maison. Les portes et les fenêtres étaient intactes, et aucune trace de présence étrangère, que ce soit des empreintes digitales, des traces ADN ou d'autres indices matériels, n'avait été trouvée sur les lieux. Cela suggérait que l'intrus, s'il y en avait eu un, avait pu accéder à la maison sans forcer les serrures ou briser les fenêtres, ou que l'idée même d'un intrus était à remettre en question. Les voisins de la famille, interrogés sur les événements de la soirée, n'avaient rien vu d'anormal. Ils avaient entendu les coups de feu, mais lorsque certains s'étaient approchés des fenêtres pour voir ce qui se passait, personne n'avait été aperçu quittant la maison. Cette absence de témoignage visuel d'une quelconque fuite semblait très étrange. Le lendemain des premières constatations troublantes, Jennifer a été convoquée à nouveau au poste de police pour un interrogatoire plus approfondi. Elle semblait toujours très bouleversée, et son récit est resté similaire à celui qu'elle avait donné auparavant. Toutefois, cette fois-ci, elle a ajouté un nouvel élément. Elle a affirmé avoir entendu son mari, Joel, tenter de résister aux malfaiteurs avant d'être abattu. Selon Jennifer, Joel aurait dit au cambrioleur qu'il était policier et qu'il faisait une grave erreur. Puis, après avoir couru avec son fils Jacob dans la salle de bain, elle aurait entendu 2 autres coups de feu, ajoutant ainsi un détail crucial à son histoire. Diane, la mère de Jennifer, a également été interrogée. Les enquêteurs lui ont demandé de décrire en détail ce qu'elle avait fait le jour du meurtre. Diane a expliqué qu'elle avait pris un jour de congé ce jour-là et était sortie vers midi pour aller au cinéma, faire du shopping et dîner dans un café. Elle a confirmé que Jennifer, Joel et Jacob étaient restés à la maison toute la soirée. Lorsqu'elle était rentrée chez elle, vers 21h15, elle a découvert Joel mort sur le canapé. Diane a aussi mentionné un détail qu'elle jugeait important. En rentrant, elle avait remarqué que les stores du salon étaient fermés, ce qui était très inhabituel pour leur famille.
En règle générale, même la nuit, il ne les fermait pas. Elle pensait que les cambrioleurs avaient pu fermer les stores pour éviter d'être vus de l'extérieur. Malgré ces nouvelles déclarations, les policiers n'ont pas trouvé de faille flagrante dans les récits de Jennifer et Diane, et après leur interrogatoire, ils ont permis aux deux femmes de rentrer chez elles. Cependant, même si tout semblait en ordre en surface, les enquêteurs ne pouvaient s'empêcher de sentir que quelque chose clochait. Les nouveaux détails fournis par Jennifer, comme les affirmations concernant la résistance de Joel ou la fermeture des stores, leur semblaient suspects, surtout en l'absence de preuves matérielles soutenant l'hypothèse d'un cambriolage. Les policiers ont donc poursuivi leur enquête, déterminés à découvrir la vérité. Ils sentaient que l'affaire n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air, et des doutes commençaient à émerger quant à la véracité des témoignages de Jennifer et Diane. Leur version des événements s'ajustait trop bien à l'idée d'un cambriolage violent. Mais sans indice solide pour corroborer cette hypothèse, les enquêteurs savaient qu'ils devaient explorer d'autres pistes. Le 20 mars, le rapport d'autopsie de Joel Shandbrom est arrivé et a apporté des révélations cruciales dans l'enquête. Les 3 coups de feu qu'il avait tués avaient été tirés à bout portant, laissant des marques de brûlure caractéristiques sur sa peau. Le premier coup avait touché l'arrière du crâne de manière superficielle, tandis que le second avait atteint sa joue. Le coup fatal, quant à lui, l'avait touché à l'œil, déchirant le tronc cérébral et causant sa mort instantanée. Cependant, l'élément le plus choquant du rapport était la découverte que 2 types d'armes à feu avaient été utilisés pour tuer Joel. 2 des tirs provenaient d'un pistolet, tandis que le 3e avait été tiré avec un fusil de calibre 410, un type d'arme rare. Cette découverte fournissait une piste cruciale pour l'enquête, car elle suggérait non seulement une planification minutieuse, mais aussi une coordination entre plusieurs armes. Le rapport d'autopsie indiquait également que l'heure de la mort de Joel se situait entre 20h et 21h, ce qui contredisait directement la version de Jennifer qui avait déclaré que son mari avait été abattu vers 19h. Ce n'était pas la seule contradiction. Le médecin légiste a découvert que Joel avait été tué pendant son sommeil. Il dormait paisiblement sur le canapé au moment où il avait été abattu, ce qui écartait l'idée qu'il aurait pu résister aux cambrioleurs comme Jennifer l'avait affirmé. Les experts en criminalistique qui avaient examiné la scène du crime ont corroboré cette découverte. Ils avaient remarqué qu'il y avait très peu de projections de sang autour du corps de Joel, ce qui ne correspondait pas à un scénario où il aurait résisté ou bougé avant d'être abattu. Si Joel avait lutté ou tenté de se défendre, la scène aurait montré beaucoup plus de projections de sang. Tout cela démontrait que la version de Jennifer, dans laquelle elle affirmait avoir entendu son mari résister et se disputer avec les cambrioleurs, était fausse. Les enquêteurs ont également douté de l'affirmation selon laquelle Joel aurait déclaré sa profession de policier de manière agressive aux cambrioleurs. Cela aurait été une action imprudente, surtout face à des criminels armés, et n'aurait fait qu'aggraver la situation. Ces incohérences ont commencé à semer le doute dans l'esprit des policiers. La thèse du cambriolage s'effritait, et il devenait de plus en plus évident que Jennifer mentait ou cachait quelque chose. Face à ces révélations, les enquêteurs ont décidé de se pencher de plus près sur les relations au sein de la famille Shandbrom. Ils soupçonnaient maintenant que la vérité derrière la mort de Joel ne se trouvait pas dans un cambriolage qui aurait mal tourné, mais dans une dynamique plus sombre au sein de la famille elle-même. Les enquêteurs, en s'entretenant avec des proches de la famille Shandbrom, ont découvert que la relation entre Joel et Jennifer n'était pas aussi harmonieuse qu'elle le paraissait en surface. Un sérieux conflit couvait depuis longtemps entre eux, principalement en raison de leurs difficultés financières. Plusieurs proches du couple pensaient même que leur mariage était sur le point de s'effondrer et qu'un divorce était imminent. D'après la sœur de Joel, ce dernier travaillait non seulement dans les forces de l'ordre, mais occupait également 2 autres emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Joel tenait à ce que sa femme et son fils ne manquent de rien, même s'il était épuisé par cette charge de travail. Le couple louait une maison après que leur propriété précédente ait été saisie par la banque en raison de problèmes financiers. Pendant ce temps, Jennifer ne travaillait pas, restant à la maison pour s'occuper de leur fils Jacob et des tâches ménagères. Cependant, ses attentes et ses exigences financières ne cessaient d'augmenter. Elle désirait une maison plus belle, une voiture plus chère
et cela ajoutait une pression énorme sur Joel, qui faisait tout son possible pour satisfaire ses besoins. Joel, profondément amoureux de sa femme, se sacrifiait en travaillant jour et nuit, mais même avec 3 emplois, il n'arrivait pas à joindre les 2 bouts. Les tensions financières ont finalement conduit à des disputes fréquentes au sein du couple. Désespéré de sauver leur relation, Joel a proposé à Jennifer qu'il consulte un thérapeute conjugal, mais elle a refusé catégoriquement. Lorsque Joel a décroché un poste de manager dans une compagnie d'assurance, Jennifer a exprimé le désir de travailler à ses côtés dans la même entreprise. C'est à cette période que le couple a rencontré Matthew Fletcher, un collègue avec qui ils se sont rapidement liés d'amitié. Matthew a commencé à fréquenter régulièrement le couple. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Joel considérait Matthew comme son meilleur ami. Cependant, avec le temps, Joel a commencé à remarquer des signes troublants dans la relation entre Jennifer et Matthew. Il soupçonnait que leur amitié avait évolué en une liaison. Ces doutes ont amplifié la tension dans son mariage, et bien que Jennifer ait fini par quitter son emploi, affirmant qu'elle était épuisée et souhaitait redevenir femme au foyer, elle continuait à voir Matthew régulièrement. Cette situation a plongé Joel dans une profonde frustration, et bien qu'il tenait à rester marié pour le bien de leur fils Jacob, il a fini par envisager sérieusement le divorce. En 1997, épuisé par les soupçons et les tensions, Joel a parlé à sa sœur de ses plans de divorcer. Il lui a confié qu'il ne supportait plus la situation et souhaitait obtenir la garde de leur fils après la séparation. Il commençait déjà à envisager un avenir sans Jennifer, bien que cela l'attristait profondément. Cette conversation avec sa sœur a été la dernière qu'ils ont eue avant le meurtre de Joel. Les enquêteurs, en découvrant ces éléments, ont commencé à explorer l'hypothèse que le conflit conjugal et les soupçons de liaison entre Jennifer et Matthew Fletcher pourraient être au cœur du mobile du meurtre. Le 23 mars 1998, Joel Chambrom a été enterré lors de funérailles marquées par une ambiance lourde et une douleur palpable parmi ses proches. Cependant, un comportement étrange et choquant a attiré l'attention de ceux qui étaient présents. Sa femme, Jennifer, et son présumé amant, Matthew Fletcher, âgé de 41 ans, étaient ensemble, mais n'ont montré aucune émotion tout au long de la cérémonie. Leur comportement insensible a stupéfié les membres de la famille et les amis de Joel, renforçant les soupçons qu'ils nourrissaient déjà à leur égard. Après les funérailles, la situation est devenue encore plus troublante. Les enquêteurs ont découvert que Jennifer et Matthew étaient allés dans un hôtel après la cérémonie, emportant du champagne et des souvenirs pour y organiser une fête avec nuitée. Ce comportement inapproprié, juste après les obsèques de Joel, n'a fait que renforcer les doutes des policiers et des proches de la victime. Les policiers, qui avaient assisté aux funérailles pour observer le comportement des personnes présentes, ont trouvé l'attitude de Jennifer et Matthew extrêmement suspecte. En conséquence, ils ont décidé de suivre le couple de plus près. En enquêtant davantage, les policiers ont découvert que Jennifer et Matthew étaient en contact quotidien et que parfois, ils passaient même la nuit ensemble. Tout cela confirmait que les deux étaient engagés dans une relation amoureuse, malgré leur dénégation. Les proches de Joel, déjà suspicieux, ont commencé à penser que Jennifer pouvait être impliquée dans le meurtre de son mari. La connexion évidente entre Jennifer et Matthew ne faisait qu'alimenter leurs craintes. Une semaine après le meurtre, Jennifer et Matthew ont été convoqués pour être interrogés au poste de police. Arrivant ensemble, ils ont nié avoir une relation amoureuse, bien que les policiers avaient en leur possession des échanges de messages qui disaient le contraire. Les deux échangeaient quotidiennement de nombreux messages d'amour, confirmant ainsi la liaison. Les enquêteurs ont interrogé Matthew séparément et se sont concentrés sur son emploi du temps le jour du meurtre de Joel. Matthew a affirmé qu'à 19h, il s'était rendu chez un client dans la vallée de San Fernando pour établir une police d'assurance. Ensuite, il avait rendu visite à sa sœur à l'hôpital où elle travaillait. Une partie de son alibi a été vérifiée, mais les policiers n'ont pas réussi à déterminer où il se trouvait entre 20h et 22h, la période où Joel a été abattu. Malgré ces éléments troublants, les enquêteurs n'avaient pas encore de preuves tangibles pour incriminer Jennifer ou Matthew. Leurs soupçons étaient forts, mais sans preuves matérielles solides, ils ne pouvaient pas encore les accuser formellement. Pour cette raison, Jennifer et Matthew ont été relâchés après leur interrogatoire. Néanmoins, les policiers ont continué à enquêter discrètement sur leurs faits et gestes, déterminés à découvrir la vérité
et a rassemblé suffisamment d'éléments pour élucider ce meurtre. Le 27 avril, les enquêteurs ont fait une découverte majeure qui a radicalement changé le cours de l'enquête. Joel avait 3 polices d'assurance vie dont la valeur totale dépassait $1 million. La première, d'une valeur de $300 000, avait été souscrite par son employeur, le département de police. Une autre police, d'un montant de $500 000, avait été suspendue peu de temps avant la tragédie, mais réactivée juste avant sa mort. Enfin, une troisième police de $314 000 avait été contractée via l'un de ses autres emplois. Et il semblait que Joel n'en avait même pas connaissance. La découverte de ces polices d'assurance a jeté une lumière encore plus sombre sur l'affaire. Juste après la mort de Joel, Jennifer avait rapidement contacté les compagnies d'assurance pour réclamer les paiements, ce qui a éveillé les soupçons. L'argent, surtout lorsqu'il s'agit de grosses sommes, est souvent un mobile de crime, et les enquêteurs savaient que ces polices d'assurance pourraient bien être un élément clé de l'affaire. L'une des polices, celle de $500 000, a particulièrement attiré l'attention. Joel l'avait initialement souscrite, mais il avait décidé de l'annuler car il jugeait qu'il n'en avait pas besoin. Cependant, 2 mois avant sa mort, cette police avait été réactivée après que des documents avaient été signés dans un bureau à Atlanta, en Géorgie. Pourtant, la sœur de Joel était convaincue que son frère n'aurait jamais fait cela, car il avait délibérément suspendu cette assurance. De plus, Joel était constamment occupé, jonglant entre 3 emplois et n'ayant souvent même pas le temps de prendre un déjeuner, alors un déplacement à Atlanta semblait improbable. Les enquêteurs ont vérifié la situation et découvert que Joel n'était pas à Atlanta au moment où la police d'assurance avait été réactivée. Encore plus troublant, la signature sur les documents était une contrefaçon. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, il est apparu que Jennifer et son amant Matthew Fletcher avaient orchestré cette machination. Ils s'étaient rendus au siège de la compagnie d'assurance à Atlanta, où ils avaient falsifié la signature de Joel pour réactiver cette police d'assurance, préparant ainsi leur plan. Cette découverte indiquait clairement une intention criminelle de leur part, suggérant qu'ils avaient prémédité le meurtre de Joel pour obtenir cet argent. Cependant, bien que ces preuves commençaient à tisser une toile incriminante autour de Jennifer et Matthew, elles restaient indirectes. Les enquêteurs savaient qu'ils devaient renforcer leur dossier pour obtenir des preuves plus solides contre le couple. Les policiers ont donc poursuivi leur travail méticuleux, continuant à interroger des témoins, des amis, des proches, des collègues et toutes les personnes qui connaissaient bien la famille Shanbrom. Ils ont également réexaminé tous les éléments de l'affaire, cherchant des indices qui pourraient permettre de poser des accusations formelles contre Jennifer et Matthew. 6 mois après la mort de Joel, Jennifer a réussi à toucher $614 000 provenant de 2 des polices d'assurance vie de son défunt mari. Bien que le paiement de la plus grosse police, celle de $500 000, ait été refusé en raison de la signature contrefaite, cela ne semblait pas avoir perturbé Jennifer et Matthew. Ils continuaient leur vie, apparemment sans remords. Jennifer a déposé la somme perçue sur le compte de Matthew et leur relation, qui jusque-là avait été discrète, est devenue publique à partir de juin 1998. Le couple n'hésitait plus à s'afficher ensemble. Jennifer et Matthew ont rapidement adopté un mode de vie extravagant. Ils sont partis en voyage romantique au Mexique, puis, quelques mois plus tard, se sont fiancés. Le 14 mars 1999, ils se sont mariés à Hawaï, 4 jours seulement avant le premier anniversaire de la mort de Joel. Ce choix de date a choqué la famille et les proches de Joel, qui y voyaient un signe de mépris et de cynisme. Jennifer et Matthew semblaient vivre une vie insouciante, dépensant l'argent de l'assurance de manière effrénée. Leur style de vie reflétait ce nouvel état d'esprit. Les voitures du couple portaient des inscriptions ostentatoires comme « Je crée de la richesse et je laisse tomber le travail », illustrant leur dédain apparent pour tout ce qui concernait l'effort ou la responsabilité. Matthew a adopté Jacob, le fils de Jennifer et Joel, et peu après, Jennifer est tombée enceinte de Matthew, ajoutant une nouvelle étape à leur vie ensemble. La famille de Joel, quant à elle, était consternée par cette tournure des événements. Ils ne comprenaient pas comment Jennifer pouvait passer à autre chose si rapidement, se marier, tomber enceinte et mener une vie luxueuse avec le meilleur ami de son défunt mari. Leur choc s'est transformé en une conviction de plus en plus profonde. Ils étaient persuadés que Jennifer avait joué un rôle dans la mort de Joel. À leurs yeux,
Son comportement calculateur, cynique et insensible ne faisait que renforcer l'idée qu'elle s'était débarrassée de son mari pour obtenir l'argent de l'assurance et refaire sa vie avec Matthew. Au fil des années, la police était toujours à la recherche de preuves solides pour poursuivre Jennifer et Matthew, mais sans succès. Après la naissance de leur enfant commun, le couple a adopté un mode de vie plus discret, évitant les apparitions publiques et se montrant peu sociable. Frustrés par l'absence d'avancée, les enquêteurs ont décidé en 2002 de se concentrer à nouveau sur Diane, la mère de Jennifer, qui avait été la première à trouver le corps de Joel. Les policiers soupçonnaient depuis un certain temps que Diane n'avait pas été complètement honnête dans ses déclarations initiales, d'autant plus qu'au fil des ans, elle avait souvent contredit ses propres récits. Il y avait également un laps de temps suspect entre le moment où Diane avait découvert le corps de Joel et celui où elle avait appelé les secours. Ce laps de temps était crucial pour les enquêteurs qui se demandaient ce qui s'était réellement passé dans la maison pendant cette période et ce que faisait Jennifer. Le comportement de Diane était devenu une source d'inquiétude pour les policiers qui l'ont donc convoqué pour un nouvel interrogatoire. Lors de cet interrogatoire, Diane a continué de nier toute implication dans le meurtre de Joel. Cependant, les enquêteurs, dans un dernier effort pour obtenir la vérité, lui ont offert l'immunité en échange de son témoignage devant un jury. Cela signifiait que si elle révélait toute la vérité, elle ne serait pas poursuivie pour sa participation éventuelle à l'affaire. Diane a d'abord rejeté cette proposition, mais après une pression continue de la part des enquêteurs, elle a fini par céder. Sous la pression, Diane a avoué que sa fille, Jennifer, entretenait une relation amoureuse avec Matthew bien avant le meurtre de Joel et que le couple avait planifié le crime depuis un certain temps. Le jour du meurtre, Diane avait été envoyée faire une promenade pour ne pas interférer dans leur plan. Diane a également révélé que Jennifer rêvait de richesse depuis son enfance, mais avec Joel, elle se sentait limitée. Lorsque Jennifer a rencontré Matthew, il lui a fait miroiter des promesses de richesse et de vie luxueuse auxquelles elle n'a pas résisté. Diane considérait Matthew comme un manipulateur, affirmant qu'il contrôlait sa fille et était l'instigateur du meurtre. Diane a également révélé que Jennifer avait des compétences avec les armes à feu, s'entraînant régulièrement au tir. Elle possédait son propre pistolet, tandis que Matthew possédait un fusil de chasse. Toutefois, après le meurtre de Joel, les deux armes avaient mystérieusement disparu, empêchant ainsi toute expertise balistique. Malgré cette absence de preuves matérielles directes, la police était convaincue que Jennifer avait tiré 2 coups de feu sur son mari avec son pistolet, tandis que Matthew avait porté le coup fatal avec son fusil de chasse. Avec les aveux de Diane et toutes les preuves indirectes accumulées, la police a enfin pu demander un mandat d'arrêt. Celui-ci a été délivré, et Jennifer ainsi que Matthew ont été arrêtés. Ils ont tous deux été inculpés pour le meurtre au premier degré de Joel Shanbrom. À l'époque de son arrestation, Jennifer était enceinte de leur 2e enfant. Elle a accouché en prison en attendant le procès, tandis que la garde de ses 3 enfants a été confiée à sa sœur. En mars 2004, le procès tant attendu de Jennifer et Matthew a enfin commencé. Matthew, confiant en ses capacités grâce à sa formation juridique, a choisi de se défendre lui-même, tandis que Jennifer était représentée par un avocat. Ils ont été jugés ensemble. Pendant toute la durée du procès, les 2 accusés ont semblé détachés et indifférents, discutant gentiment, riant et s'échangeant des notes, comme s'ils ne prenaient pas conscience de la gravité de la situation. Ils étaient convaincus qu'en l'absence de preuves matérielles solides, ils ne seraient pas reconnus coupables. Ce procès présentait un risque pour l'accusation. Ils n'avaient ni preuves matérielles, ni ADN, ni empreinte digitale, ni témoin direct, à part le témoignage de Diane, la mère de Jennifer. Cependant, les procureurs ont soutenu que Jennifer et Matthew étaient des amants qui avaient planifié froidement le meurtre de Joel, motivés par l'argent des polices d'assurance et le désir de se débarrasser de lui pour vivre pleinement leur relation. Selon la version du procureur, Jennifer avait laissé entrer Matthew pendant que Joel dormait sur le canapé du salon et ils l'avaient abattu ensemble. Jennifer aurait tiré les 2 premiers coups de pistolet et Matthew aurait donné le coup final avec un fusil de chasse. Ensuite, le couple aurait mis en scène un faux cambriolage à l'étage supérieur pour détourner les soupçons. Matthew se serait ensuite débarrassé des armes,
tandis que Jennifer se serait enfermée dans la salle de bain avec son fils jusqu'à l'arrivée de la police. Bien sûr, les deux accusés ont nié leur culpabilité, affirmant que Jennifer s'était cachée avec son fils par peur et que Matthew avait un alibi, se trouvant à une réunion d'affaires avant de rendre visite à sa sœur. Cependant, leur alibi a été contesté et n'a pas été jugé fiable. Le procureur a habilement souligné les points faibles de la défense. Il n'y avait aucune trace d'effraction, ce qui signifiait que le meurtrier avait probablement été laissé entrer par une personne à l'intérieur de la maison. Diane, dans le cadre de son accord avec l'accusation, a témoigné contre sa propre fille, et Matthew, confirmant leur plan. Lors de la présentation des photos de la scène de crime, le procureur a même remarqué une bouteille d'eau dans la douche et la lumière allumée, suggérant que Jennifer s'était préparée à attendre dans la salle de bain après le meurtre, ce qui soulignait l'intentionnalité. Après 6 jours de délibération, le verdict est tombé. Jennifer et Matthew ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et de fraude à l'assurance. Ils ont été condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de l'énoncé du verdict, Jennifer et Matthew se tenaient la main en signe de soutien mutuel. Derrière les barreaux, ils ne se sont jamais divorcés. Matthew reste incarcéré dans une prison de Los Angeles, tandis que Jennifer est détenue dans un établissement pour femmes en Californie centrale. Ils continuent de communiquer régulièrement, s'écrivant des lettres d'amour, malgré toutes les tentatives d'appel rejetées. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.